Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, c'est le premier bloc, l'after, votre rendez-vous du lundi à 18h, 20h, 22h et beaucoup plus s'y entendre à partir du lendemain avec nos rediffusions sur Planète Hockey la radio. Nous sommes au Bike & Coffee, tête de course à l'avenue Violier à Nyon, comme d'habitude, pour une émission qui sera évidemment très teintée championnat du monde, puisque l'équipe de Suisse a déjà joué ses 2 premières rencontres à satisfaction quasi général, même s'il y a quand même encore passablement de choses à redire. Mais tout ça, on en parlera tout à l'heure. Christian Ponty est avec nous ce soir. Bonsoir Christian. Bonsoir Lucas. Et bonsoir Laurent Perroton. Bonsoir. Alors j'espère que vous allez bien. Je sais que je vois que vous avez des petits yeux parce que vous regardez beaucoup les matchs. Et Laurent, vous allez regarder les 64 matchs ? Exactement. Je regarde en replay. Des fois, j'alterne aussi avec pendant les périodes sur MySport. Ils mettent aussi les replays du tiers en fait. Ouais, donc j'arrive à alterner. Mais ouais, je regarde tous les matchs et puis c'est intéressant aussi de voir les étrangers disponibles. Ça m'intéresse. Je fais un petit peu un marché en interne, savoir quel joueur peut être intéressant pour le championnat suisse. Ouais. Vous apprenez beaucoup de choses dans les commentaires, que ce soit sur MySports ou bien sur la RTS ? Non, pas trop. Hein. Pas trop. Ouais, c'est difficile. On a constaté en fait, on a la confirmation qu'effectivement les commentateurs habituels de MySports sur le on les entend pas et ce sont ceux de Blue. C'est très bizarre quand même comme décision. On sent qu'ils font pas beaucoup de hockey, disons. Ouais, voilà, c'est qu'ils commentent le match, mais en fait ils ont pas trop d'insight parce que tu peux pas te mettre dedans ils ont pas suivi trop les championnats européens ou la NHL. Donc, mais ma foi, on les critique pas parce pas qu'on connaît les circonstances, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre tout à coup de débarquer comme ça un championnat du monde. Ça doit pas être simple en cabine comme ça, mais selon les commentaires, il y en a qui s'en sortent pas mal. Oui, absolument. Moi, je vais juste dire, ce qui est aussi intéressant, peut-être aussi par le fait qu'on a justement 6 étrangers cette année, il y a quand même pas mal d'équipes qu'on suit aussi différemment. Moi, ce soir, je vais regarder le Suède-Finlande avec Artikainen versus Tom Ernest. Mais c'est vrai qu'on a plus d'étrangers, mais même la Norvège, il y avait le joueur de chaux de fond qui jouait. Enfin, du coup, ça donne un intérêt supplémentaire. C'est ça, exact. En tout cas, on peut quand même remercier les diffuseurs de nous montrer un maximum de matchs. Alors, la RTS, non seulement montré match de l'équipe de Suisse, mais également montré quelques matchs. Il y aura un match de quart de l'équipe de Suisse, un match de demi. Et selon si la Suisse est en finale pour la 3e place, il y aura une diffusion ou pas. Et puis la finale, évidemment, peu importe les pays. Et merci à MySports pour tous ceux qui n'ont pas pu aller à Riga ou qui ne peuvent pas aller à Tampere, puisqu'on espère bien voir la Suisse encore aller jouer à Tampere. Normalement, c'est bien parti, mais enfin, sait-on jamais. En tout cas, merci quand même aux diffuseurs de nous abreuver de hockey sur glace pour cette fin de saison. On ne s'ennuie pas. Oui, entre la NHL et les 64 matchs du championnat du monde, il y a du contenu. Donc on a beau être critique parfois, il faut aussi savoir rendre hommage à ceux qui font un bel effort quand même pour la couverture de notre sport de cœur. Alors puisqu'on parle de sport de cœur, eh bien on va voir ce qui vous a troublé ou pas durant ces dernières heures ou ces derniers jours. On va passer au casque d'or et au casque de plomb. On va commencer avec Laurent Perroton, cette fois-ci aujourd'hui pour son casque d'or. Au casque d'or. Alors mon casque d'or aux politiques, aux dirigeants, aux sponsors du Haut-Valais pour leur capacité à construire des sites dédiés au sport de glace. Après Viège, Brigue, Rarogne, la mythique patinoire de Salzgrund va être remplacée par un projet de 10 millions. Début des travaux attendus en février 2024 pour une inauguration en été 2025. Chapeau bas, et on peut considérer que l'on met les mêmes moyens. C'est que si on mettait les mêmes moyens financiers, humains, politiques des deux côtés du canton du Valais, quand on voit le forum Graben, plus de patinoire à Verbier, cela laisse songeur. Et paf. Bon. C'est un casque d'or, mais qui en même temps une sacrée claque pour dire aux Valaisans, si une fois vous vous entendiez, on aurait quand même quelque chose d'autre dans le Valais en général. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'il y a au moins 4 nouvelles patinoires. Mais
Oberwallis, hein, c'est les Hauts-Valaisans qui c'est ça. Et entre nous, les votations ont eu lieu à Saasgrund. Aucune opposition, ça a passé comme une lettre à la poste. Donc il y a quand même une autre manière de voir les choses. Et puis ça je peux comprendre. On doit la si respecter aussi finalement. Moi je parle toujours d'esprit de clocher. Mais bon, Non, mais ça fait c'est la même chose dans le milieu culturel. Je vais vous donner une anecdote. Quand on a été joué à Rarogne à l'époque avec le HCV Martigny en Coupe Suisse, on a été dans la nouvelle patinoire. Et après le match, on a été dans les vestiaires, ils nous ont tout montré. Mais en fait, les entrepreneurs à titre privé et gracieux, avec du matériel payé par le Haut-Valais, c'est eux qui ont fait fabriquer les vestiaires, par exemple, gratuitement. Donc il y a vraiment, quand je parle d'aspect humain, il y a tout le monde qui met la main à la pâte, aussi bien les sponsors, aussi bien au niveau, tu peux donner du sponsoring en heure de travail, par exemple. Et c'est pour ça qu'on va arriver à 4 nouvelles arénas en Haut-Valais, dans une petite région comme ça, c'est tout simplement phénoménal. Ouais, mais c'est marrant parce que apparemment, ça agite un tout petit peu le Landerneau, comme on dit. Hein, les gens en parlent beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai reçu quelques questions, 2-3 questions cette semaine. Et il y en a une qui est un petit peu liée à ça. Vous verrez, c'est assez rigolo. Donc, c'était le casque d'or de Laurent Perroton. Casque d'or pour Christian Ponty. Alors moi, mon casque d'or, il va à Marc Gauchy. Parce que j'ai lu le communiqué sur Linus Omark et je vais vous lire un passage, c'est quand même assez incroyable. Donc, il a dit « Sur le plan sportif, le départ de Linus est sans aucun doute une perte, mais nous avons tout de même accepté son souhait de le laisser rentrer chez lui. Nous avons en tant que club une responsabilité sociale envers nos joueurs. Linus s'est toujours comporté de manière exemplaire, sauf quand il avait son portable. Hein. Nous garderons le souvenir d'un artiste, blablabla. Mais je trouve quand même vachement classe, parce que encore une fois, déjà le communiqué en lui-même, responsabilité sociale. Je crois que je sais pas si on va avoir une fois un club qui dit ça. Excusez-moi, mais on parle pas beaucoup de la responsabilité de Linus Omark en tant qu'employé. Hein. Exact. Non mais justement, je veux pas parler de Linus sur ce coup-là. Moi, ce que je veux relater, c'est que vous savez quoi, avec ce genre de communiqué, ça fait venir les joueurs. Parce que Marc Gauchy, c'est quelqu'un de bien qui fait, mais non, mais il n'y a jamais de problème. Il y a que des solutions. Stony, Gauchy, même méthode. Les trois. Et ouais. Et puis on peut aussi rajouter quand même peut-être Rapi, ouais, excuse-moi. Et Rapi, même chose. Non, mais il y a des clubs qui ont l'art de savoir de bien se comporter. Et quelque part, rien que pour ça, il mérite son succès. Et moi, je trouve que, vous avez vu, pas un mot plus haut que l'autre. Nous, on l'a vu sur la glace avec Laurent. Le gars, et tout le monde aime bien ce gars. Et franchement, peut-être qu'il est un peu tombé du ciel parce qu'à la base, en plus, il est très jeune. Hein. Quand je vois des déclarations d'un Marc Lutti, moi, franchement, je dis bravo Marc Gauchy. Ouais. Non, et puis surtout aujourd'hui, le nouveau hockey, et puis quand on parle de social, c'est la capacité à gérer des humains. Et il y a des directeurs sportifs en National League aujourd'hui qui ne savent pas ce que ça veut dire social. Donc du coup, c'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Mais là, c'est de la communication. C'est de la communication après un titre. Je suis d'accord avec vous, mais imaginez. Mais c'est pas que de la com, ils ont trouvé une solution. Oui. Mais je suis d'accord avec vous, mais ça m'arrive quand même parfois d'être un peu carré. Et imaginez dans une PME qui a 25-30 employés, et puis que des employés ont le même comportement que ça. Je veux dire, à un moment donné, non, quoi. Bien sûr, mais vous savez aussi qu'il faut faire des sacrifices pour gagner. C'est un peu particulier. Et que Linus vous fait gagner. Malheureusement, je suis d'accord. Philippe, le problème, c'est que là tu es dans le sport de très haut niveau où tu gères des stars. C'est de l'exception. Tu gères des stars, donc tu sais, tu travailles aussi dans le café-théâtre. Des fois, tu as affaire à des artistes qui ont des demandes qui doivent être spectaculaires par moment, je pense. Ouais. Donc, sauf que maintenant, ils les font plus chez moi. Ouais, non, mais ils ont compris. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, tu dois traiter pour avoir une tête d'affiche. Tu dois faire des concessions. Des concessions. Et là, ça fait partie de cela. Ouais, c'est Linus, comme disait Noah. C'est Linus. Ouais. Et puis, je pense que. Ça va être très compliqué de lui dire non parce qu'il est très attachant aussi parce que quand Noël dit c'est Linus c'est vrai que quand vous faites jouer la fibre familiale c'est compliqué de dire non aussi bien sûr. Et puis aujourd'hui un mec comme Linus Omark, s'il n'a pas envie de rester à Genève et que tu le gardes, c'est une catastrophe. Les gars, non mais je suis d'accord avec vous. J'ai eu dernièrement effectivement au Strap un artiste belge qui devait venir et puis il y a eu un gros problème de santé dans sa famille. 2 fois c'est arrivé à 3 mois d'intervalle. Les 2 fois j'ai accepté effectivement qu'il ne vienne pas. Donc c'est un petit peu dans le même cas de figure. Exactement. Mais ce que je veux dire c'est la 2e fois que ça arrive aussi avec Linus. Voilà. Mais il y avait un problème d'argent aussi à régler derrière. Donc je pense qu'ils ont quand même réussi à trouver des solutions parce que c'est des gens intelligents. C'est win-win. Ouais, c'est ça, exact. Voilà.
Bon, mon casque d'or de mon côté, je vais encore une fois rester dans les grandes généralités et c'est pas très spectaculaire, mais j'avais quand même envie de souligner la bonne volonté et surtout la bonne composition des internationaux suisses à qui on a claqué la porte au nez au dernier moment. Alors il y a l'immaculé style Damien Ria qui doit beaucoup à la blessure évidemment de Turcauf. Moi j'ai une petite pensée pour Tim Berny qui non seulement débarque avec son statut de joueur qui a évolué en NHL cette année et qui va rester de piquet sans avoir peu de possibilités à part grosse blessure d'un défenseur de jouer. On verra Gaisser, le cas Gaisser. On verra Gaisser. Mais voilà, une petite pensée quand même pour ces gars-là, tous ceux qui ont fait la préparation. Kunsley. Kunsley, alors. Kunsley en première ligne, bien sûr. Et voilà, alors c'est vrai que les joueurs de NHL qui débarquent, notamment si Kunsley a perdu sa place, c'est parce que Fora a débarqué. Fiala a débarqué. C'est vrai que Fiala, il est un petit peu gêné quand même. Vous en tournez, c'est normal. Vous me direz, c'est le métier. Encore une fois, là, on ne fait pas de sentiments. Mais c'est vrai que Fiala, il est conscient que c'est un peu... Voilà, c'est dur quoi. Mais il y a quand même un signal derrière aussi, parce que c'est pas nécessairement parce que tu viens des NHL que tu vas jouer. Justement, c'est ce que je voulais dire. Et ça, c'est aussi les entraîneurs qui font leur job. Exactement, et c'est ce que je voulais dire, parce que c'est vrai, Tim Berny, il est quand même estampillé NHL, et en fait... mais il n'a pas 80 matchs en NHL cette saison. Enfin, il a quand même des matchs, et il n'est pas sûr de jouer. Donc ça veut dire aussi qu'on est comme... Trouvez-moi... on devient une grande nation du hockey. On va pas dire grande, mais une très bonne nation du hockey. Mais rappelez-vous que des Hoffman et compagnie sont pas là non plus. C'est ça, exactement. Exactement. Bon, on passe au casque de plomb. Oui. On y va dans le même ordre. J'y vais. Alors, vas-y. Casque de plomb à la Swiss League et à sa non-communication. En effet, la gueule aujourd'hui. Le directeur de la Ligue amateur Paolo Angeloni qui s'est exprimé lors de la réunion MySport League sur le fait que le prochain championnat suisse de Swiss League se jouerait avec 9 ou 10 clubs. En effet, il n'est toujours pas confirmé si les Ticino Rockets ou un club tessinois participeront au championnat de la 2e division helvétique. Nous sommes aujourd'hui mi-mai. Il y avait une date butoir qui a été dépassée et toujours pas de communication. Et après Macarosa là-dessus. Nous sommes aujourd'hui mi-mai à 3 mois et demi de la reprise où l'on cherche de l'attractivité pour obtenir de nouveaux sponsors pour améliorer les budgets des clubs. J'ai l'impression que l'on marche sur la tête. Oui. Bon, c'est vrai, on ne sait pas aujourd'hui officiellement si Ticino jouera ou pas. Et l'équipe qui aurait pris la place de Ticino, c'est Arosa. Maintenant, Arosa a communiqué. Lui, Arosa a tenu les délais. Arosa a communiqué que nous, on a préparé une équipe pour la My Hockey League et non pas pour la Swiss League. Les derniers échos que j'ai eus, c'est qu'ils discutent au Tessin si ça sera sous le nom de Bellinzone. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il jouera à Bellinzone. Donc, du coup, plus à Biasca. Du coup, ça prend un certain temps, mais en fait, eux, c'est leur source interne. Pour moi, c'est pas eux les fautifs, c'est la Ligue. Oui. Parce que du coup, ça prend du temps. Et puis, lorsque tu es un promu comme Martini, par exemple, tu dois aller chercher des sponsors. Tu vends comment une Ligue à 9 ou à 10 là Donc, non, on va pas de beaux jours, notamment du fait qu'on n'ait plus les droits TV. C'est très inquiétant. Chino, il y a encore un problème, c'est qu'en termes de partenaires, il voudrait bosser aussi avec Langnau. Alors en fait, Langnau, effectivement, il y a Langnau et les autres partenaires Davos se retirent. Voilà, donc c'est. Parce qu'il y avait 3 clubs qui fournissaient. Il y avait Ambry, Lugano et Davos. Regardez, ils ont utilisé une cinquantaine de joueurs, je crois, Ticino cette saison, venant de tous les horizons. C'est trop, c'est pas possible ça. Imaginez les 2 entraîneurs au milieu de tout cela. Chapeau. Pour Landry et McNamara, c'est vrai qu'il faut être passionné. Si t'es joueur de Langnau, puis quand on va régulièrement, tu tapes le Gothard aller-retour 15 fois. Quand t'es à Lugano-Ambry, ça fait du sens. Mais après, le problème, il est économique, semble-t-il. Mais moi, je trouve que c'est pas une bonne idée. On n'est pas en HL et NHL avec des farm teams à 2000 bornes. Vous avez GDT Bellinzona, justement, qui rêve de promotion, qui a raté la promotion de peu, mais qui pourrait être... c'est plus sympa pour les joueurs d'habiter à Bellinzone qu'à Biasca. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est votre avis. Non, mais il a raison. On voit que vous ne connaissez pas Villa Saint-Pierre, vous. Je vous assure que j'aime bien Villa Saint-Pierre. J'ai passé plusieurs jours à Biasca lors des tournois. J'ai passé plusieurs jours à Bellinzone. On signe pour Bellinzone. Vous savez, quand vous habitez à Villa Saint-Pierre et que vous faites votre apprentissage de photographe à Nierlet-les-Bois, vous avez compris ce que c'est. Non, mais ce sont 2 patelins que j'adore. Surtout, ne vous me prenez pas. C'était pour le joke. Vous avez jamais dormi à Vierzon? Non. Ah oui, ça y est, il y a Vierzon, c'est vrai. Vous avez jamais dormi chez Ponty non plus. Carcassonne, c'est l'appli au camping, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Et encore couvert de boue. Bon, allez, on continue. Alors, casque de plomb, Christian. Allez, Christian. Alors, mon casque de plomb, il revient au site Planète Hockey. Monsieur Ducaro pour son titre à couleur. Sigan Thaler coûte l'élimination de Deville. Je trouve un peu dur.
Franchement, j'ai lu ça, je dis il a foutu quoi. Bon, Siegenthaler, il réalise la meilleure saison de sa carrière. Oui, Hein je suis d'accord. Non, mais ça, vous avez vu la pénalité qu'il non, mais Ducaro, ça c'est du journaliste. On gagne et on perd en équipe, on peut pas mettre un titre pareil. Pas après tout ce qu'il a fait. Bien sûr. J'en avais un autre, mais il était trop long. Ouais, non, mais alors là, c'est vrai en plus. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a foutu, quoi. Après, surtout que c'est un bon gars. Attendez, Non, on mais est en prolongation. Il fait une faute, mais d'un. Mais on dit con. pas. On dit pas. Comment ça on dit pas? Bah, si pas, qu'on dit. on dit pas, Et d'ailleurs, c'est un sport collectif. Mon casque de plomb, c'est justement par rapport à la liberté d'expression, la liberté de la presse. Je vous en parle tout à l'heure. Ouais, mais... Donc là, moi, je maintiens. Bien sûr, on peut pas résumer le match. Oui, c'est ce qui est marqué en titre. C'est un titre qui vous oblige à le lire. Bah voilà, oui, j'ai lu, j'ai aussi, il est fou. Mais après, c'est comme si vous dites que la France a perdu à Séville à cause de Maxime Bossis qui a loupé son penalty. D'accord, bon, c'est pas possible. J'ai fait le trottoir sur ce coup-là. On est d'accord. Bon, je l'accepte. Racoleur. Bon, voilà, ça ira pour cette fois. Bon, puisqu'on parle de liberté de la presse, je peux vous donner mon casque de plomb. Allez. La Ligue va encore en prendre plein les gencives parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas et j'apprécie pas trop. On peut être très critique, à tort ou à raison, quand on est journaliste, mais il faut que la personne critiquée accepte aussi le jeu parce que ça va dans les deux sens. Or, en cette semaine, eh bien, il y a un journaliste qui se trouve à Riga, journaliste de la Neue Zürcher Zeitung. Alors, s'il y a un journal qui est bien sérieux, c'est celui-là, Christian Hobby. Et celui-ci, dans un papier, a émis, si j'ai bien compris le papier, a émis quelques doutes sur les qualités de management, on va dire, de Lars Weibel. Et tout à coup, on apprend que la N77 n'a plus accès aux joueurs, ne peut plus faire d'interview avec l'entourage de l'équipe de Suisse. Je trouve ça un petit peu exagéré quand même. D'abord, alors, Hobby peut avoir tort ou raison. Moi, personnellement, je trouve que Weibel fait quand même de l'assez bon boulot. Hein. Ouais, moi, je ne suis pas très critique envers Weibel, mais enfin, ça, c'est son avis. Mais c'est pas parce que tout à coup, vous dites à quelqu'un, vous écrivez quelque part que vous trouvez que Reto Raffiner, en l'occurrence, était un poil plus performant que Lars Weibel, que vous devez couper les ponts avec le journaliste de la N77. Si c'est un titre un peu plus racoleur, si c'est un média un peu plus racoleur, on peut encore discuter parce qu'à force de taper, à un moment on dit stop. Mais la N77 fait bien son boulot et je suis quand même étonné de cette réaction de la fédération. Quoi. Voilà. Ouais, alors moi je suis étonné de votre réaction parce que quand on connaît ce qui se passe dans le milieu et surtout en Suisse romande, si je vous rappelle qu'on avait quand même eu des échos sur ce qui s'est passé sur l'affaire 24 heures, ils ont quand même été convoqués, etc. Bah oui. Et puis ce qu'on a amené comme argument, c'est quand même hallucinant. Donc le problème c'est que lorsque vous faites votre métier et que vous dites les choses et qu'elles s'avèrent justes ou pas justes, mais si elles sont justes, vous pouvez avoir des problèmes et on peut vous blacklister et du coup ça donne une presse un petit peu je dirais mielleuse. Et du coup, nous on a eu des problèmes aussi dans l'émission parce qu'on a dit des choses. Mais voilà, c'est le temps de notre émission et puis justement on n'est pas journaliste et puis on fait de l'analyse, on essaye d'être objectif dans ce qu'on dit et des fois ça déplaît. Mais moi je pèterai un plomb si un jour sur une analyse où j'estime avoir parlé avec mon cœur et puis parler avec mes connaissances, me faire convoquer par un club et me faire remettre à l'ordre. Ça n'arrivera jamais. Hein. Alors permettez-moi de dire, juste pour l'anecdote, moi je suis journaliste par contre, et ça m'est arrivé, c'était il y a déjà de quelques années, lorsque Fribourg-Gotteron était dans sa période de sauver Gotteron, il fallait sauver le club, et j'avais discuté, j'étais aux États-Unis avec un journaliste très connu en Suisse alémanique, mais je vais pas le citer. Et puis en fait, j'avais discuté avec lui, je lui avais donné 2-3 informations sur la situation financière de Gotteron, informations qui s'étaient avérées exactes. Et en fait, sans me citer, mais on avait très bien compris qu'il s'agissait de moi, il avait écrit dans son journal ce que je lui avais dit. Qu'il avait rencontré quelqu'un aux États-Unis. Voilà, quelqu'un un petit peu un barbu, bien connu en Suisse romande. C'était marqué dans tes articles, notre envoyé spécial en direct des États-Unis. À l'époque, je travaillais pour la radio. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lors d'un Gotteron Davos au retour des États-Unis, il y a le service de sécurité, les gars me connaissaient tous, ils viennent vers moi après le premier tiers, ils viennent me dire je suis désolé, mais le vice-président il s'appelait Kratzinger à l'époque, nous a demandé, je sais pas si c'était Hans, je sais plus. Enfin bref, nous a demandé de faire sortir et je me suis fait sortir de la patinoire. J'étais interdit de patinoire en plein match. Ils m'ont sorti parce qu'ils n'avaient pas apprécié mon article. C'était une décision du vice-président. C'était pour m'écarter du club. Inutile de vous dire qu'ils ne m'ont jamais vu autant à la patinoire dans les jours et les semaines. Bien sûr, mais en plus, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, si ça arrive, dans la minute qui suit, vous avez une vidéo
où il y a un tweet, vous en vidéo en train de nous faire sortir par la c'est ça. sécurité. Les règles ont Et là, changé. le club, il est en danger. Mais maintenant, c'est un peu plus sournois. C'est-à-dire qu'on passe par derrière, on passe par les chefs, on essaye aussi par biais de sponsoring. En fait, il y a des fois, vous avez des courts-circuits à ce niveau-là, et on essaye de mettre de la pression sur certains journalistes. Et des fois, moi, quand je lis certains articles, ça m'exaspère parce que je trouve que le journaliste, il va pas au fond du problème, où on a déjà parlé avec certains journalistes en off, il sait très très bien le fond du problème et il ne peut pas le dire pour pas se faire blacklister. Ouais, et ça, pour un pays démocratique, c'est quand même un problème. Tu aurais pu faire un club avec Christian Maillard à un moment donné. Il était aussi un peu blacklisté, lui. Mais c'est vrai que moi je trouve qu'à part ça dépend aussi justement des dirigeants. Et on a un bon exemple avec Gauchi, par exemple, où ça se passe très bien. Il y a quand même des équipes, bien typiquement, tu critiques Berluti, tu l'as sur le dos. Enfin, c'est pas partout pareil, mais où je suis vraiment étonné. Si vous avez des arguments, vous pouvez y aller. Hein, mais c'est vrai que parfois, il faut admettre quand même que les journalistes il est bien sans que les avoir journalistes des arguments très, très forts. Et puis c'est vrai que ça peut être un petit peu faire du sensationnalisme, comme dans certains titres que j'ai pu écrire, comme vous le dites. Mais Philippe, vous êtes d'accord sur une chose, c'est que selon la puissance du club et la puissance de la personne à la tête du club, avec les liens qu'il a avec les grands pontes de la presse. Regardez ce qui Suisse. s'est passé au FC Sion. Non, mais vous êtes d'accord. Maintenant, ça va mieux, mais il a fallu 2 ans. Hein, vous êtes d'accord que le simple journaliste peut avoir des problèmes. Donc ça, c'est un vrai problème de liberté d'expression pour moi. Ça. Mais je pense que la puissance, effectivement, et puis le relationnel. Mais c'est vrai que c'est étonnant parce que Weibel, pourtant, c'est pas quelqu'un. Non, alors je ne sais pas si ça. Il y a sûrement autre chose derrière. Apparemment, le chef de presse de l'équipe de Suisse a dit c'est pas ma décision, ça vient de plus haut. Voilà. Mais enfin, là, on reste sur également une nouvelle qui a été rapportée par Klaus Zog sur Watson. Donc déjà rien que ça. Non, c'est quand même crédible, Klaus. Mais c'est crédible, mais c'est drôle souvent parce polémiste. Par contre, Klaus, on n'ose pas, les institutions n'osent pas s'attaquer à Klaus parce qu'il a quand même beaucoup de pouvoir, Klaus Zog, dans le milieu du journalisme et donc dans le milieu du hockey sur glace. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On passe aux questions ? On passe aux questions. Ça va me permettre de faire un lien en fait. Puisque je vous parlais du FC Sion il y a quelques instants avec Christian Constantin. Incroyable. Alors, vous avez vu le communiqué de presse ou pas ? Une ligne. Non, j'ai pas vu le communiqué, je sais simplement que Bettoni n'est plus. On se sépare avec Monsieur Bettoni. Bon, de toute façon, avec ce qui s'est passé. Non, mais Reto Ziegler a dit ce qui s'est passé en réalité. Non, mais c'est vrai que si vous avez le président qui arrive et qui fait lui-même les changements à la mi-temps. Puis il a quand même réussi à faire péter les ponts à Michel Pont. Michel Pont était pas content. Lui, alors dans le politiquement correct en général. Mais alors là, il s'est bien lâché. Il a même dit qu'il était un peu validant. Alors justement, j'ai une question de Marco de Sion. C'est marrant, ça tombe justement, et cette question elle est arrivée avant le problème de Bettoni ce week-end. Et si Christian Constantin se lançait dans le hockey avec Max Sorley, déjà qu'il s'est intéressé à l'équipe féminine du FC Sion où il a investi beaucoup plus d'argent qu'il n'aurait dû, a-t-il déclaré, et finalement il se dit peut-être que maintenant... Alors, est-ce que la passion du football est une passion exclusive ou est-ce que finalement, s'il a envie de faire encore quelque chose en Valais, est-ce que Christian Constantin n'aurait pas tout intérêt à faire du hockey ? J'aimerais avoir votre avis. Déjà, le premier point, c'est qu'à Martigny, c'est pas possible parce que Patrick Poli et Christian Constantin ne s'entendent pas du tout et ils sont un petit peu dans le même secteur d'activité. Donc il y a une rivalité, je ne connais pas toute l'histoire, mais peut-être familiale aussi, antérieure, les parents, enfin bref, etc. Et après, le problème de Christian Constantin et de Chris Maxorley, c'est qu'il y en a un de trop là. Non mais c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Donc du coup, c'est très très compliqué d'avoir des personnages aussi imposants et importants dans une structure. Donc je pense que ça se passerait pas très bien. Et puis imaginez. Chris Maxorley peut-être à la bande un jour du HCR et que Christian Constantin rentre dans le vestiaire. Il aura mis les barrières comme à Genève, un contrat de 7 ans. On dit toujours tu rencontres toujours plus fort que toi et là je pense qu'il sortira assez rapidement sans toucher le sol. Donc voilà, là c'est un rêve. C'est un rêve et puis surtout c'est un passionné de foot donc le hockey ça l'intéresse guère. Mais c'est surtout que Constantin il veut être le chef et Max Sorley aussi, déjà ça marche pas. Et ensuite, déjà, Constantin, il fait de l'ingérence dans un milieu qui connaît plus ou moins le foot. Imaginez faire de l'ingérence dans le hockey, c'est pas possible. Ça exploserait. Non, ça n'a pas de sens. Quoi qu'il y a eu des liens foot-hockey, rappelez-vous, Ralph Kruger, qui est devenu le grand patron d'un club mais bien sûr, de première division. Mais c'est pas les mêmes profils. C'est incroyable quand même. Mais il a pris un coup de vieux depuis. Mais le manager...
dans le Ouais, management mais- et tout, Ouais. c'est possible, moi, je Ouais. pense. Ouais, bien sûr, Si tu bien sais sûr. rester avec tes limites et que tu manages ce qu'on te demande de C'est faire, surtout c'est- un bon gestionnaire Ouais. humain. quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, il le fait très bien. Et c'est le problème aussi, c'est que finalement, ils ont un peu les mêmes problèmes. Constantin, il vire ses entraîneurs, et puis Chris Maxwell, il virait les stars. Il avait des problèmes avec les stars. Ouais, Il n'arrivait pas à garder une star dans son Ouais. équipe. ouais, c'est ça. Et c'était lui la star. Vous aviez des questions, vous, Non, Laurent? non, Alors, non. je continue avec les Ouais, miennes. ouais. Alors j'en ai encore sélectionné 2. Allez, je regarde dans le désordre. Antoine de Fleurier. Il demande si on a des nouvelles d'Ajoie et notamment ce qu'on pense du renouvellement du contrat de Gauthier. On a eu les nouvelles, il y a eu des non-reconductions, mais ce qui était logique. La reconduction de Gauthier, moi je vous l'avais déjà dit ici, moi je pense que c'est une bonne chose. Je parle toujours rapport qualité-prix. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Rapport qualité-prix, c'est-à-dire combien il coûte et qu'est-ce qu'il te rapporte. Et je trouve que lui, sur l'ensemble de la saison, à part sa fin de saison où il a été blessé, il a amené quelque chose à l'équipe, un profil que tu n'as pas dans l'équipe. Et moi, je suis content qu'il l'ait re-signé parce que je trouve que rapport qualité-prix, c'est un bon joueur pour Ajoie. Moi, je pense qu'ils ont perdu De Rungs, et puis ça, c'est pas une bonne chose, parce qu'à mon avis, après une année où c'est quand même un gars qui avait explosé la ligue en Swiss League, et puis il a une année compliquée au début, mais après il a joué, et c'est pas pour rien qu'il part à Bienne. Donc pour ça, les joueurs suisses, c'est tellement dur à obtenir, et perdre un joueur comme ça, pour moi, c'est pas une bonne chose. Après, quelle est la raison, j'en sais rien. Et puis après, j'ai un peu l'impression que moi, il me semble qu'il ne se passe pas grand-chose à Ajoie. Je sais que c'est pas facile, je suis pas en train de dire qu'il ne fout rien. Mais je dis, peut-être que, voilà, pourquoi Il faudrait peut-être déjà avoir un entraîneur qui ait peut-être son nom, son mot à dire dans la construction mais déjà aussi, pourquoi possible de l'équipe avec Vauclair. Moi, je comprends pas pourquoi une équipe comme Ajoie se tourne pas vers des Scandinaves, simplement. Voilà, parce que je pense qu'ils ont un peu fait le tour des Canadiens. Puis après, ils ont encore des contrats. Ouais, mais vous croyez que il y en a deux qui sont. un gars comme, je sais pas moi, les Canadiens de l'équipe, à commencer par De Vos, vont accepter d'être dirigés par un Scandinave. Mais au bout d'un moment, on leur méthode, demande pas ça, quoi. Oui, On mais leur demande- alors, encore une fois, il y a le contrat, mais bien sûr. alors là, on dépasse justement le cadre de la normalité, Ouais, c'est comme ça. on le disait tout à l'heure. On sait que les Canadiens n'aiment pas trop les méthodes scandinaves, quoi, il faut le dire. Donc, on l'a vu aussi avec Péchan, ce que ça a donné. C'est encore pire. c'est encore pire, ouais. L'Est et les Canadiens. Donc, ouais, Ouais, mais après, je sais pas si c'est une question de pays, c'est surtout une question de profil, parce qu'il y a aussi de des Tchèques cool. C'est ça. personnalité. Lui, Péjan, c'est un bon entraîneur s'il a des joueurs qui correspondent au profil des gars qu'il veut. S'il il a besoin de soldats, il n'y avait pas des soldats, et puis en plus, peut-être qu'il y avait des égos à gérer qui n'ont pas passé, avec une culture différente. Puis c'est vrai, ça a été fait avec des Québécois, des Canadiens, et tout d'un coup, tu changes tout. En tout cas, ça sera toujours très très compliqué. Ouais, Ouais, je pense. c'est un peu la fin de l'Amérique du Nord. Enfin, la fin, non. Il y en a de Ils moins sont en toujours moins. là, mais il y en a de ouais. moins en moins. Ouais. Il y en a de moins en moins. C'est vrai. Le problème, c'est que c'est aussi des modes. À partir du moment c'est où vrai. le champion il a du succès, ça amène aussi des idées. Quand on voit que Cloton a eu du succès avec une équipe qui monte de Swiss League, enfin, voilà, ça amène. Et puis, c'est des jeux qui correspondent au type du championnat. C'est-à-dire que c'est un jeu rapide, ça joue pas extrêmement physique, c'est très léché comme jeu, et du coup, ça correspond au nordique. C'est ça. Justement, c'est pour ça que sans doute aujourd'hui, les joueurs d'Amérique du Nord regardent peut-être d'abord en Allemagne avant de regarder en Suisse aussi. Ouais, mais l'Allemagne, c'est encore. KHL aussi, Ouais, KHL KHL. ça paye bien, mais Parce maintenant, que ça paye. avec les problèmes Ouais, politiques, mais c'est un jeu assez physique, donc ça leur correspond bien aussi. Ouais. Ouais. Et puis bon, pour conclure, vous allez dire que je tourne en rond avec Ajoie, mais ça me fait quand même un peu peur parce qu'on va se retrouver, alors moi tout à coup qu'on nous sorte un gros nom, on va se retrouver avec à peu près la même valeur de c'est ça, contingent c'est étranger sûr. que cette saison. On a vu que par rapport aux autres, c'était insuffisant. Donc Quand vous voyez, Ajoie, on le met déjà quoi ? On le met déjà en bas de classement. c'est ça qui m'inquiète un petit peu, c'est que en fait on remplace des joueurs par des joueurs de seconde zone, mais on fait avec les budgets. Mais C'est pas ce qu'a fait Cloton justement. Ouais, mais Toute la différence, elle est là. le problème, c'est que l'automne, ils n'avaient pas des contrats longue durée comme à Ajoie. Ouais, ça les a un peu plombés, ça. Ouais, Ça les a plombés, et ça, c'est des grosses erreurs stratégiques qui ont été faites il y a 2 saisons. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des joueurs soit qui commencent à être fatigués en bout de course, soit avec des joueurs qui sont souvent blessés. Donc, très très compliqué. Et les 6 étrangers d'Ajoie doivent être des gros étrangers du championnat. Des gros canons. Et dans les Et deux là, on sens est de la mal parti patinoire. quand même. Dans les 2 sens de la patinoire, Ouais. pour pouvoir Mm. arriver à avoir des joueurs suisses qui
qui suivent le wagon. Ouais. Et là, pour l'instant, c'est un peu inquiétant. Ouais, et puis ce qui arrange pas les choses, moi je trouve sur le fond, en y réfléchissant bien, c'est d'annoncer un budget de 15 millions. Tout le monde se dit alors plus avec d'argent, voilà. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. Et puis je rappelle quand même que Bien avait 17 millions cette année. Hein. Donc au bout d'un moment, les salaires des joueurs de 3 et 4e bloc. Alors, je ne connais pas les salaires des joueurs d'Ajoie, mais de toute façon, à mon avis, ces 15 millions, ils vont bien servir à augmenter quelque chose. Ok, ça peut être le bas de la pyramide, ce qu'on veut, mais au bout d'un moment, les gens, ils se disent il y a plus d'argent, donc on aura plus de bons joueurs, donc plus de beaux jeux, enfin plus de résultats. Et pour revenir à ce Ça met de la pression. Pour revenir à ce que disait Christian, je suis impatient de savoir qui va être à la bande à Bienne et voir De Rungs dans une structure différente où on fait progresser les gars, voir s'il a vraiment la capacité d'être un très bon joueur de National League ou c'était un exploit qu'il a fait en Swiss League une saison. Donc ça c'est la question, mais moi je pense que si Steinegger l'a pris, il y a une partie de la réponse. Ouais, bien sûr. Car en parlant d'entraîneur de Bienne, vous avez vu que j'avais lancé le nom de Ducharme, Dominique Ducharme, l'ancien entraîneur de Montréal. Vous savez combien de fois a été partagé au Canada cette news ? Plus de 100 000 fois. Mais ça, c'est parce qu'il était une légende. C'est incroyable. Il voyait du carreau et il dit c'est fou. Non, mais c'est fou. Non, mais à part ça, Ducharme, on oublie qu'il a mis au final la Coupe Stanley avec Montréal. Hein. Bah ouais. Donc, l'air de rien. Mais en plus, il a un parcours atypique. Hein. Il a joué longtemps en France dans des divisions inférieures, etc. Donc, c'est un entraîneur à succès chez les jeunes. Chez les jeunes, il a eu des bons succès. Donc, à voir. Ouais. Bon, on va faire le lien avec la dernière question, puisqu'on va parler de l'équipe de Suisse. Je vous rappelle que nous sommes au Bike and Coffee tête de course à Nyon. Et comme tous les lundis, c'est le premier bloc, l'after, même si cette semaine, ça fait 2 semaines maintenant qu'on n'a plus qu'un seul rendez-vous. Enfin, ça reste quand même le premier bloc. La Suisse joue demain. Oui, c'est l'after before avec le middle au milieu, c'est logique. Et on a une dernière question venant de Véronique de Nyon. Elle n'est pas venue très loin. Ouais. Elle n'est pas venue très loin, cette question. C'est simplement concernant l'équipe de Suisse, ça commence à rêver gentiment. Faut pas non plus s'envoler, mais elle demande si la Suisse sera championne du monde. Oh là là, mais... voilà. Non mais il y a 6 nations potentielles qui sont capables d'être championnes du monde, dont la Suisse. On peut mettre la Suisse dedans. Après le pourcentage, c'est une autre histoire. Mais après, c'est déjà comment la mayonnaise va monter. Parce que le problème, c'est que maintenant, ce qu'on est en train de voir, et on va en parler après, la Suisse, ok, ils ont des équipes entre guillemets plus ou moins de bas de tableau. Elles ont bien débuté, ok. Mais le problème, c'est que les grandes nations, ils montent en puissance et ils sont bons à partir d'écart. Donc, moi, j'espère juste que la Suisse va adopter ce type de comportement, si je peux dire. On voit souvent ça avec le Canada. Regardez, l'année passée, la Suisse a battu le Canada et puis ils sont allés au bout. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup trop tôt pour en parler, mais ce qui est bien en tout cas, c'est que ce qu'on peut voir après le peu de temps qu'on a déjà vu, c'est qu'ils ont des armes. Mais le problème, c'est que des fois, il faut faire attention de ne pas regarder que la Suisse. Parce que si on regarde les Finlandais, les Suédois, les Tchèques, les Slovaques, ils ont tous des armes pour aller loin. Après, ça dépend un peu de la chance, ça dépend parce que là aussi, c'est bien joli. On en parle tout le temps avec Laurent, mais c'est vrai, avoir des joueurs de NHL. Mais quel joueur de NHL ? Si ton gars, il arrive et qu'il est cramé, t'as meilleur temps d'avoir un joueur en confiance du championnat suisse, quoi. C'est toujours la même chose. Absolument. On va voir. Alors moi, on enchaîne avec la Suisse ? Non, mais je voudrais répondre moi à cette dame. Moi, je pense que oui. Je pense qu'ils peuvent être champions. Vous sentez comme 2018, là, il y a un parfum. Je pense qu'ils peuvent être champions du monde. Les gardiens, c'est bien. En défense, l'arrivée de Siegenthaler va ramener aussi dans l'intensité physique et surtout il y a des joueurs suisses qui sont NHL qui sont très performants offensivement, mais surtout on est gros. On est gros et grand. Des mecs comme Miranda maintenant arrivent à leur prime. Herzog, c'est important. Sandteller, il vient dans la sélection, mais c'est un gars qui est très très solide. Niederreiter. En fait, et puis après, il y a des joueurs qui sont aussi en pleine forme. Moi, je vous ai souvent parlé de Gloser. Gloser, j'ai rarement vu un joueur à l'entraînement. Oui. J'ai vu plusieurs fois cette année s'entraîner. Il sait tout faire. Et c'est juste une histoire de confiance. Et là, il est. Hein. Vous avez vu ses 2 premiers matchs. Il est bon. Il joue très très bien. Mais aussi avec qui vous jouez, ça peut aussi aider. Et je crois que les duos défensifs, c'est quand même très très solide. Très très solide. Un mec comme on a beaucoup parlé de l'absence de Josi, mais Moser il a pris un step. Koukan maintenant il a beaucoup d'expérience. On a Siegenthaler, donc tu as déjà 3 cadres sur chaque ligne.
Et puis devant, après, avec l'arrivée de Fiala, c'est un méga buteur. Hein. Fiala, au niveau international, pour les championnats du monde, il marque énormément de points. Il a fait 70 points en NHL cette année. 70 points en NHL. Ishii, qui est très très bon dans les deux sens de la patinoire et qui va pouvoir être important sur des moments décisifs, quand on va devoir être défensif. Et quand il est vraiment défensif, il est très bon offensivement. Il est aussi bon aux engagements, comme ça il n'y a pas que Tanner. Bons engagements, donc il y a dans tous les secteurs de jeu, et puis des fois, comme je vous l'ai dit, des fois c'est un facteur chance. Et cette année, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de paramètres que je viens d'expliquer avant, qui sont là, réunis pour arriver à avoir peut-être enfin un titre mondial. Ouais, mais il ne faut pas oublier, alors vous parlez des renforts suisses qui débarquent du NHL, il ne faut pas oublier qu'il y a également d'autres renforts qui débarquent aussi dans les autres formations. Moi je pense toujours à la Suède évidemment. Par exemple aujourd'hui on retrouve sur la nouvelle liste de la Suède, on retrouve Fabian Zetterlund et Linus Johansson. Ouais. Ils ne sont pas des manches non plus. Hein. Non mais bien sûr. Bon, bien sûr. Mais ce que je veux dire par rapport à 2018, j'ai l'impression qu'on est un peu plus gros, un peu plus fort physiquement. Et peut-être que ça, contre les grosses nations comme la Suède, vous vous rappelez qu'on a perdu contre la Suède sur un tir sur le poteau de Fiala, hein, et puis après au penalty, ça peut peut-être faire la différence au niveau international. Donc franchement, c'est pas mal. Et puis moi, je reste persuadé que Malgin, ça va être les championnats du monde de Malgin. Ouais. Puis j'ai un petit peu abordé le truc là, pour regarder un peu les forces en présence. Il n'y a pas seulement la Suisse, comme je l'ai dit. Il y a aussi 2-3 absences maintenant qui vont se faire sentir. Notamment Turkov. Alors Turkov évidemment pour l'équipe de Suisse, mais également face à de futurs possibles adversaires. Prenons par exemple en Allemagne, il y a quand même un ou deux joueurs qui ne sont pas venus, mais maintenant il y a Gavanka qui débarque. C'est pas mal quand même. Hein. Gavanka qui débarque. Il y a également Manuel Weiderer pour l'Allemagne. Pour la Norvège, il va y avoir Engeland Andersen qui sera là. Il y a Noah Steen. Enfin bref, tout le monde est en train gentiment de... C'est pour ça que je dis, il n'y a pas que la Suisse. Attention, parce que ce sont des adversaires quand même que la Suisse pourrait très bien rencontrer en quart de finale notamment. Ouais, alors moi, je veux juste, pour revenir à ce que tu dis et puisque Laurent vient de dire, alors typiquement, moi, il y a un truc... J'ai remarqué une chose, c'est que souvent, quand les joueurs d'NHL ils viennent sur les 2-3 premiers matchs, ils sont tout feu tout flamme parce que tout d'un coup, ils ont plus de temps de jeu. Oui. L'exemple, c'est Malgin. Et moi, hier, il m'a un peu énervé. Il en faisait trop. Et ça, juste typiquement, le problème, c'est qu'avec ce genre de comportement, ce qui est arrivé dans le passé, c'est que Malgin, il fait les 4-5 premiers matchs où il met des points. Et puis quand ça devient important, il est un peu cramé. Ou alors, il ne le laisse plus jouer de la même manière. Parce qu'à un moment donné, là, il donnait plus son puck. Moi, ça m'a un peu... Alors, ce que je veux simplement dire, c'est que pour les coachs, ça va être important de les gérer parce que plus que jamais dans ces tournois, les équipes qui gagnent, c'est les diesels. Et c'est souvent les Scandinaves d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est bien de mettre 7-0 et puis 2-0. Il y a des gens qui disaient que 3-0, que 3-0, mais en fait, on s'en fout. Hein. L'important, des fois, les Canadiens, je crois que c'est la Finlande qui a perdu 4-1 contre les USA. Finalement, je ne dis pas que les Suisses doivent perdre parce que de toute façon, c'est des nations entre guillemets qui doivent battre. Mais l'important, c'est surtout de monter en puissance et puis d'être là au bon moment. Ouais, moi, il y a aussi un truc que je vais rajouter, c'est que j'ai trouvé intelligent de mettre Niederreiter capitaine. Ouais, ça, c'est une très bonne chose. C'est un vrai leader par l'exemple. Mais pour répondre à Christian, c'est vrai que Malgin, il peut être agaçant par moment. Mais surtout sur ce match-là. Non, mais cette équipe, elle est construite pour gagner contre les grosses nations. C'est-à-dire qu'elle va être capable de répondre aux défis physiques, de jouer sans le puck pendant le long moment, mais par contre d'être incisif sur des transitions rapides ou sur des powerplays. Et elle me fait penser à une équipe un peu nordique finalement. Ouais. Et donc c'est pour ça que je le sens bien. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les joueurs sont en forme à titre individuel et surtout que cette équipe elle est construite pour battre les grosses nations. Alors c'est vrai que des fois on va être agacé quand on va jouer contre le Kazakhstan ou contre la Norvège. Mais par contre, ça va être Malgin en powerplay ou Malgin lorsqu'il va falloir bouger le puck vite parce qu'il va se faire frapper. Il peut être très intéressant contre la Finlande ou contre la Suède, contre la République tchèque, contre le Canada, contre les États-Unis. Donc voilà, c'est pour ça que moi je dis que cette année je sens quelque chose de particulier. Techniquement, Malgin c'est un joueur très fort pour pouvoir garder la rondelle dans la zone adverse. Hein. Mais surtout, il est très fort pour bouger le puck rapidement et sur les petits espaces et créer des décalages. Et c'est là-dessus où, si vous regardez le nouvel étranger de Genève, Maninen, je l'ai regardé jouer hier. En fait, il fait 1m72, hein, mais par contre, il est toujours au bon endroit. Il a un très bon timing et puis il fait les choses vite. Il pense vite. Et Malgin, il est vraiment très fort aussi sur
sa prise de décision sur les shoots. Il a un shoot tellement rapide et tellement précis. Son one-timer, il est incroyable en powerplay. Donc du coup, voilà. Et puis, quand je parle des joueurs suisses, par exemple, Gaëtan Haas, je le trouve exceptionnel. Oui. C'est-à-dire que lui pour moi, quand vous parlez d'arrivée de joueur NHL, c'est un joueur NHL. Mais c'est ça, exactement. C'est un joueur exactement, NHL. exactement. Et donc, il y a mais beaucoup Koukan aussi, d'ailleurs. Koukan Ces aussi, gars-là. même devant Herzog, dans certaines équipes en NHL, sur un rôle bien, il pourrait jouer. Bien sûr. Donc, on a beaucoup de joueurs qui sont estampillés NHL dans leur profil par rapport à l'utilisation que donne le sélectionneur. Et c'est pour ça que je dis qu'on a une grande chance de faire un bon résultat. Ouais, et puis moi je rajouterais par exemple typiquement par rapport à l'absence d'un Yosi, c'est la chance de Koukan parce qu'on va lui donner la tête d'un des deux powerplay et Moser va faire le job et ces gars-là ils ont l'occasion de briller. Moi je pense ils ont une chance à prendre et puis ça doit être très motivant pour eux. Moi en tout cas c'est vrai que finalement, parce qu'il y a aussi, comme on dit, le vivre ensemble équipe, typiquement un Fiala sur le powerplay va être important avec justement avec Malguin, avec Ishii sur le powerplay, Niederreiter devant le goal, on ne l'avait pas l'année passée. Ça aussi, ça a manqué. C'est pour ça que Turkov, c'est vraiment le seul truc un peu embêtant. Mais voilà, je pense qu'il y a d'autres solutions. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une équipe, il avait dit Johnny d'ailleurs, qui vivent ensemble vraiment bien. Mais pour comparer, on a beaucoup parlé de Noah Rod et du joueur de Berne. Chervet, qui étaient des joueurs incisifs. Ouais. Très très bien. Mais lorsque tu joues contre la Suède, ils font tous 1m95, 2m, ils sont énormes. Ouais, Chervet est un peu petit à côté. Simeone et Herzog, par exemple. Ils sont pas grands non plus. Non, c'est le contraire. Ils ont un jeu physique. Ils ont un jeu. Oui, pardon. Ils peuvent user l'adversaire. C'est pour ça que. Dans le même jeu. C'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, moi souvent, on disait, il y avait deux choses qu'on pouvait critiquer, c'était l'efficacité offensive. Ouais, là, on a des sacrés snipers. Et puis l'équilibre des lignes au niveau de l'intensité physique et du défi physique. Et là, on est armé pour faire quelque chose. Ouais, puis en plus, tu as raison, on a des snipers, mais des snipers qui ont fait une bonne saison. Fiala, il a 70 points, il a tout fait péter avec Los Angeles, même s'il est un peu blessé. Confiance. Et puis Malguin, il a joué ces derniers temps, ils vont le signer normalement. Ishii a fait une très bonne saison. Parce que le problème, c'est toujours la même chose. On a vu avec Gaëtan Haas. Maintenant, il est en confiance. Gaëtan Haas pas en confiance. Il n'est pas venu l'année dernière parce qu'il a pris une saison. Et je pense que c'est pas les mêmes joueurs. C'est pour ça que je dis toujours quel joueur on a. Et puis, quand je parle de Gaëtan Haas, je vais même plus loin. Je dis souvent le reflet par les actes. Ouais. Et Gaëtan Haas, c'est un mec qui va amener ça. Il a vraiment cette mentalité de gagneur et il amène tout le monde dans son sillage. Donc il y a des gros leaders emblématiques par rapport à leur club dans lesquels ils évoluent dans leurs différents championnats. Mais après, on a des joueurs suisses qui évoluent dans le championnat suisse qui sont aussi des gros leaders. Donc il y a beaucoup de choses. Et puis Giannoni a fait une bonne fin de saison. Maillère est en feu. Ouais, donc dans les buts, on est bien. Franchement... Voilà, faudra. Ce qui va être le plus compliqué, c'est ce quart final, comme d'habitude. Alors, la première remarque que je voulais vous faire par rapport à ce mondial et par rapport à la performance de l'équipe de Suisse, c'est que certes, nous n'avons pas affronté de grosses voitures, voilà, mais quand même, ça fait 10-0 au niveau du goal average. C'est bon à prendre. Il n'y a pas beaucoup d'équipes après deux matchs qui n'ont pas encaissé de but. Hein. Il y a la Suède. Le Canada a mis 5-2 à la Slovénie. Voilà, exactement. Mais enfin, voilà, la Suisse n'a pas encaissé de but, d'accord. La Suède qui a mis que 6 goals. 6 goals, ils ont pris 0 goal. Puis la Finlande qui a perdu contre les USA. Voilà. Enfin bref, donc tout ça pour dire que bravo à l'équipe de Suisse pour ce très bon même début de tournoi au niveau comptable. Premier match, c'était super. Première période du deuxième match contre la Norvège, c'était super. Par contre, on reste un peu sur notre fin sur les 40 dernières minutes. Vous allez dire, je deviens déjà pénible. Non. Mais c'est vrai que c'était pas terrible. Non, c'était pas terrible, mais ce genre de match, avant, on pouvait les perdre. Exact. Et là, en jouant qu'un tiers, on a de la marge. Donc ça veut dire que aussi, on a beaucoup parlé de la préparation de cette équipe de Suisse. Elle a eu des résultats assez mauvais pendant la saison, à part le dernier tournoi contre les grosses nations. Et peut-être que d'avoir joué ces grosses équipes tout au long de on a fait pas mal de corrections individuelles, pas mal de vidéos, et ça te prépare pour ces 4 premiers matchs où il faut absolument gagner. Et en fait, finalement, moi, je m'en fous qu'ils jouent mal. Exact. Je m'en fous qu'ils jouent mal. L'important, c'est qu'ils prennent des points, qu'ils remplissent. Passer, et puis, tu gagnes 3-0 quand même. Tu prends pas de goal. Même si tu joues pas très bien, tu peux corriger. Faut pas être tout feu, tout flamme. Le premier match m'a inquiété, moi. En disant, voilà, s'ils font un deuxième match comme ça, ils vont s'enflammer. On va être comme d'habitude les champions du monde du premier tour. Donc non, voilà. Maintenant, comme je le dis, important, c'est de prendre les points
le contenu, ça sera pour un peu plus tard, notamment les 3 derniers matchs de poule. Mais c'est marrant, il y a des similitudes. Là, on parle de championnat du monde, mais c'est vrai que le premier match, ils ont tellement bien joué. Il y a tout calé. Le premier tiers, la quantité, c'était vraiment bon. On se dit, voilà. Mais ça me fait penser à Genève Servette avant Noël qui jouait, mais c'était les Harley Globetrotters, quoi. C'était magnifique à voir. Mais tu sais très bien que tu peux pas gagner toute l'année comme ça. C'est la même chose dans le championnat du monde. Tu peux pas être tout le temps dominant. Moi, j'avais marqué. Là, ils font un premier tiers, ils font le nécessaire. Deuxième tiers, ils ont ronronné. Et puis c'est là que j'ai dit que Malguin a commencé à jouer perso. Mais parce que le gars, il a de nouveau beaucoup de temps de jeu, il est content. Et puis c'est humain. Mais puis c'est trop facile. Ouais, puis le problème aussi, c'est que le problème de l'entraîneur dans ce moment-là, il doit le recadrer, mais gentiment, sans lui faire comprendre que. Puis après, j'ai quand même marqué. Au 3e tiers, ils ont un peu géré. Et puis, faut pas oublier qu'est-ce que finalement en face ils ont pu offrir, c'était du jeu physique avec des jeunes. Là aussi, ils ont quand même bien tenu la baraque. Et puis bon, après moi j'ai quand même marqué aussi qu'on a eu un but annulé en dépit du bon sens, mais en accord avec le règlement. Mais franchement, là aussi, ça faut arrêter. Il a effleuré la jambière et c'est clair, il touche. Ah oui. Alors là, ils appliquent le règlement, mais moi, je sais pas. On devrait avoir une possibilité d'une marge de bon sens. Parce que, non, mais c'est. En plus, c'était un beau goal. Mais le problème, c'est qu'avoir du bon sens, c'est que si c'est une zone grise, c'est à l'interprétation c'est au règlement, des arbitres. Si tu laisses à l'interprétation des arbitres, tu auras toujours des contestations. Donc, au moins, il y a un règlement clair. On n'est pas d'accord avec. Mais c'est plus facile à arbitrer en tout cas. Et ça ne fait pas de polémique. Vous pensez que le premier tiers du match d'hier contre la Norvège, c'est vraiment de la référence à 12 tirs à 1 en faveur des Suisses déjà? Oui et non. Oui, par rapport au jeu offensif, mais non, parce que ça ne sera pas tout le temps des équipes comme ça en face. Non, moi je suis impatient de voir contre le Canada au niveau du pressing. Ça sera le 5e match. C'est le 21 mai. Le 4e, c'est la Slovaquie. Le 20 mai. On a les Kazakhs demain, ensuite on a la Slovaquie. La Slovaquie, c'est le premier gros test, je pense. Mais moi, je suis impatient de voir contre les Canadiens parce que j'ai trouvé très agressif au niveau du pressing. Les Canadiens, physique. Et je veux voir comment on va répondre. C'est là, on va avoir une grosse indication sur peu importe le résultat. C'est le contenu du match qui va. Déjà, on va pouvoir se dire, ok, là, on peut vraiment viser une médaille ou pas. On va voir sur comment on va répondre. Mais je trouve que par rapport à l'équipe canadienne, si on arrive à se sortir du pressing, à sortir le puck rapidement, on va pouvoir créer des décalages et je trouve qu'on a plus d'individualité du côté des Suisses sur les deux sélections. Ouais, puis là je pense typiquement quand un match comme le Canada, justement l'importance d'un leader parce qu'ils savent qui c'est, physiquement ils n'aiment pas. Dans le temps, les Canadiens, ils savaient que les Suisses n'aimaient pas le jeu physique. Et là, il y a du répondant. Et quand ton capitaine, c'est un gars qui met des boîtes, qui va dans le slot où ça fait mal, ça peut être un beau message, je trouve. Si tu regardes un petit peu les lignes de défense, si tu veux, ça commence à jouer un peu dur. Koukan, il est capable. Marty, il est capable. Sigenthaler, il est capable. Geiser, il est capable. On a aussi. Sigenthaler va arriver. Sigenthaler, je l'ai dit. Moser, il est capable. Fora. Donc, on a Fora en 7, mais tu as Gloser et Loeffel qui sont un peu moins physiques, mais ça fait quand même du répondant. Et puis devant, tu as des gros. Moi, Turkov, ça m'ennuie par contre. Ça m'ennuie vraiment son absence. Ça m'ennuie vraiment son absence. À vous entendre, donc le match contre le Canada sera alors un match qui sera, disons, révélateur. On va dire ça comme ça. Le premier, c'est la Slovaquie. Alors voilà, maintenant il y a quand même encore 2 matchs avant le Canada. C'est donc les Kazakhs demain avec Kevin Fiala et puis ensuite la Slovaquie jeudi avec Ischier et Sigenthaler. Exactement. Alors voilà, donc on est plus dans l'intégration et dans le changement de ligne prévisible qu'autre chose. Bon, alors moi je vais juste préciser un truc par rapport à Sigenthaler. Attention, parce que son point fort, c'est pas le patinage et il va arriver sur les grands plateaux. Et puis il fait des fautes bizarres dans des moments pas opportuns. Ah là, c'est journaliste, c'est pas vrai. Non, je veux juste dire que Sigenthaler, lui, pour moi, avec son patinage, c'est un peu comme Weber à l'époque. Il aura un petit round d'adaptation. Après, il est très intelligent, il a une bonne vista, mais en NHL, les bandes sont plus proches. Donc, si tu as un petit déficit de patinage versus certaines équipes européennes où ça skate bien, il peut avoir je serais pas étonné qu'au début il soit un peu emprunté, c'est ça que je veux dire. Voilà. Avec qui il va le mettre, c'est ça qui va être intéressant. Exactement. Moi je suis impatient de voir, j'ai essayé de réfléchir un petit peu, mais il y a soit tu le mets avec un mec qui patine très bien mais qui est peut-être moins bon défensivement parce que lui il est solide, un type Loeffel ou un type Gloser, d'accord. Ou si tu sens qu'il est un peu emprunté, tu le mets avec un mec en pleine possession de ses moyens et puis qui peut t'aider comme Moser par exemple aussi. Tu fais un bloc NHL, ligne NHL. Moi je le vois plutôt avec un Gloser. Je sais pas pourquoi. Il est assez polyvalent. Mais moi je les ai trouvés tellement bons les deux, Moser-Gloser. C'est vrai. Des fois quand tu as des duos qui marchent, t'as pas envie de les parce casser. qu'en fait Gloser, comme je vous le dis, moi je pense que c'est un joueur qui est sous-estimé.
Ouais. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'il a du talent, mais on n'en parle pas assez. Et je pense qu'il faut le forcer un peu, ce Ouais, il gars, a à une saison exploiter compliquée avec son club, à exploiter son talent, parce que, je vous le redis, il est capable de tout faire. Et s'il a de la confiance et qu'il a un Moser à côté, qui est un mec simple à vivre, hein, on connaît un peu le personnage, je crois que ce gars-là, il peut se révéler pendant les championnats du monde. Donc c'est pour ça que cette paire-là, ça m'embêterait de l'avoir changé. Ouais. Donc, Ouais, c'est vrai. Entre parenthèses, en parlant de défense, le défenseur le plus expérimenté, c'est Löffel. Hein. Il a, il a bientôt 180, je ne vais pas dire de bêtises, hein, mais ouais, c'est le plus capé des défenseurs. Mais c'est toujours celui qui est toujours mis un petit peu en balance quand même sur la fin, mais Oui, il se sauve par ses capacités en powerplay. Mais c'est le moins physique de tous. Ouais. Mais par contre, on a besoin de son shoot de droitier. Ouais, c'est ça. Et puis, franchement, il a un shoot incroyable. Ouais, mais quand vous êtes en balance avec Yossi, C'est ça. avec Moser, Exactement. c'est son profil en Ouais. fait. Löffel, il y a 15 ans en arrière, il aurait été indiscutable à tous les championnats du monde. Le problème, c'est qu'il est dans un conflit générationnel où il est en comparaison avec déjà le meilleur défenseur du monde. Voilà. Ouais. Donc c'est compliqué. Hein. Alors là, on a parlé de remaniement avec l'arrivée de Siegenthaler derrière, mais ça sera pour jeudi. Mais, pour mardi, donc demain, il y a déjà un premier remaniement à prévoir avec Kevin Fiala. Alors, ouais, Bon, ben, il prend la place à qui? Moi, je pense qu'il va prendre la place à Ambul. C'est-à-dire que je sais pas s'il va oser. Senteller, Malgin, Senteller par rapport au travail obscur qu'il est capable de faire. Parce que Ambul, c'est pas tout à fait le même profil que Senteller. Senteller, il va créer de l'espace beaucoup plus pour les autres avec son jeu sans puck, et surtout il est très fort physiquement. Ouais. Donc peut-être qu'il va essayer d'associer Malgin et Fiala. Et puis mettre Senteller avec, ça c'est une supposition. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut un gars qui le serve parce qu'il a un gros shoot et il veut marquer des goals. Ça va être. Ce qui expliquerait aussi peut-être que pour sa retournée d'adieu, Ambul n'est pas le set capitaine comme on le fait généralement. Mais il l'accepte très bien. Ouais, je sais, mais ça veut dire qu'en même temps, c'est quand même toujours compliqué de retirer d'un alignement un capitaine. Là, il ne l'est pas. Moi, je pense que c'est la mascotte de l'équipe. Non, puis c'est surtout, c'est pas un mec qui est capitaine. Il s'en fout, mais c'est quand même pour le. Voilà. Ah, on n'aime pas retirer. Moi, je trouve que c'est un mauvais signe de retirer de l'alignement un capitaine. Non, mais moi dans mon sens, avec l'entrée en fait, Ambul, je le verrais remplacer Turkov pour jouer avec Richard et Berchi. Et du coup, avoir toujours un mec qui met de l'intensité, qui a pas tout à fait le même profil, mais qui a de l'intensité de patinage. Et justement, mettre Fiala avec Malgin. Et si sur les pipis, tu veux les associer, par exemple, comme ça, dans ton line-up, tu changes pas complètement tout. Donc, c'est dans les profils et par rapport à la blessure de Turkov que j'ai imaginé ça. Et donc, aujourd'hui, Damien Ria, il est là, cette fois-ci sur les listes, mais enfin, on ne peut pas dire qu'il a la glace qui lui est vraiment ouverte. Ouais, mais alors, ils ont joué avec 7 et 12. Ouais. Il aurait fait du bien parce que du coup, Turkov s'est blessé. Mais moi, je ne serais pas étonné contre le Kazakhstan, ils vont peut-être faire 7 et 13, 7 et 13 et Ria en 13 et puis lui donner des shifts. Mais Ria peut être étonnant aussi. Hein. Il avait fait des bonnes rentrées lorsqu'on avait fait appel à lui. Donc, et puis surtout, tout d'un coup, un jour, ton powerplay ne tourne pas, tu le mets avec son shoot. Ouais, c'est ça aussi. S'il est bien servi, Ria, c'est. Il a un très très bon shoot. C'est ça, exactement. Donc, à vous entendre, Fiala qui pourrait prendre la place d'Ambul, et puis lorsque Ishii va débarquer, jeudi. Ça devient compliqué. Hein. C'est les problèmes de riches. Problèmes de riches, et même Laurent n'a pas envie d'être sélectionneur suisse en ce moment. Si, de toute façon, il sera au centre. Ça doit être sympa, mais peut-être qu'il va le mettre avec Niederreiter. Peut-être. Et puis Corvi, peut-être descendre Corvi parce qu'il le connaît bien, le remettre avec Ambul. Et c'est peut-être en défense, au centre, c'est peut-être Richard qui va perdre sa place par rapport au. Les gens, des fois, ils ont du mal à comprendre certaines choses, et les joueurs aussi. Moi, je joue pour le plaisir, et puis j'ai des jeunes joueurs dans mon équipe, et je leur explique tout le temps qu'il y a des statuts. Et il y a des moments donnés où, dans les matchs très importants, tu as des joueurs qui ont des statuts, qui jouent pas très bien, mais dans les moments importants, on les met quand même, et tu joues pas. À ce moment-là, t'enlèves. Toi, t'es pas un joueur de statut, on t'enlève. Et en équipe nationale, c'est un peu la même chose aussi quand même. Et je crois que le sélectionneur est pas mal sur le ressenti du moment, c'est-à-dire du coaching du moment. Mais là, c'est un problème de riche, mais par rapport au centre qu'il y a actuellement, Corvit, un joueur qui a fait des gros championnats du monde, qui a une grosse expérience au niveau international, As est selon moi, le meilleur joueur suisse du championnat sur cette saison, sur les deux sens de la patinoire. Donc ces deux joueurs-là,
tu dois pas les enlever. Et puis après, tu as Malguin et Ishii qui sont des joueurs très importants à NHL. Mais moi, de toute façon, je pense que Tanner, quand ça va aller plus vite, il va gicler parce que c'est un très bon joueur, il joue bien sur son box, mais son patinage, c'est pas son point fort. Par contre, il gagne des engagements importants. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est ce qu'on a surtout relevé d'ailleurs de sa prestation. Qui va arriver. Ce que je veux simplement dire, c'est que quand tout d'un coup le rythme va être plus élevé au niveau du patinage contre les Canadiens et les grosses équipes, il va être plus en difficulté. Pour l'instant, ça va pas encore trop vite. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, je pense que par exemple Berchi, Ambul et Corvi. C'est des skateurs, ça. Non, mais c'est une ligne qui peut jouer contre les gros blocs en face. Bien sûr. Qui peut embêter justement par leur patinage et leur capacité à justement à pas perdre des pucks dans les zones essentielles et à garder le puck et à faire travailler les lignes offensives qui ne veulent pas travailler parce qu'ils veulent le puck. Ouais. Et du coup, en plus, ils peuvent marquer. Et c'est quand ils sont très défensifs qu'ils sont très bons. Et parce qu'ils ont un bon skate. Et ça libère les autres lignes pour jouer contre des trios moins importants. Donc peut-être que c'est une des solutions. Non, Berti, en plus, il a cette polyvalence qui fait que à cause de son patinage et puis c'est quand même un ailier de débordement, mais au niveau mondial, parce qu'il y en a plein qui savent aller vite en Suisse, mais lui il fait la même chose au niveau mondial et il s'en sort toujours bien, et c'est pour ça qu'il est régulièrement sélectionné. Il a beaucoup progressé au niveau international, je trouve, depuis 2 ans. Il est toujours là, c'est pas pour rien. Bon messieurs, il nous reste 5 minutes, donc prochain match pour l'équipe de Suisse ce mardi contre le Kazakhstan, une équipe qui nous a accroché il n'y a pas très longtemps, mais théoriquement maintenant on a quand même fait un petit pas en avant qui devrait nous permettre, enfin je dis nous, qui devrait permettre à l'équipe de Suisse. Ouais, et puis il y aura surtout des nouvelles arrivées, donc en plus il y aura déjà l'arrivée de Fiala, ça sera quand même très intéressant de voir ce qu'il va apporter de plus. On conclut avec quelques brèves, quelques news. Quelques brèves, alors on parlera 2 mots de NHL quand même. On va faire les brèves et après on vient sur la NHL, mais en bref, départ confirmé de Linus Ullmark, arrivée de Sakari Manninen. Donc je reviens sur le casque d'or de Christian et puis le travail de Mark Gauchi. C'est exceptionnel, et là j'ai regardé tous les matchs de l'équipe de Finlande. Manninen avec mon poteau Artikainen là. Aïe. Le téléphone finlandais. Non mais là les deux ensemble, il y a des fois des combinaisons, ça va être juste simplement extraordinaire. Le gardien de l'équipe de Finlande, vous connaissez? Ouais, vous savez où il pourrait atterrir? Attendez, j'ai vu ça à Berne. À Berne, ici, il est en contact avancé avec Berne. Ça sera encore une bonne nouvelle pour le championnat suisse, une moins bonne nouvelle pour les gardiens suisses. Mais voilà, on sait que Ebet veut absolument garder un gardien suisse. Alexis Peltonen et Noah Schneeberger, grosse surprise, qui part de Bienne. Alexis Peltonen, le fils du coach de Villet qui était à Lausanne. Après cette saison, c'est une perte. Schneeberger, je suis vraiment étonné. Retour à Davos. Oui, mais il y a un gars qui vient d'Ambry, n'oubliez pas. Donc, retour à Davos, et puis aussi peut-être pour des raisons il joue ses dernières cartouches, donc en termes de contrat il a choisi peut-être l'aspect financier. Et puis c'est sympa de jouer à Davos quand même. C'est incroyable parce que le gars il s'est quand même bien relancé. À Lausanne il était en tribune. Et puis à Genève aussi. Frédéric Gauthier restera en nageoise, on en a parlé. Alors du ménage au HTV Martigny, alors j'avais aussi marqué du ménage au HTV Martigny. Ça allait le titre ou bien j'ai exagéré? Et du remue-ménage. Alors ça, c'est okay. Alors moi je dis ménage, vous dites remue-ménage. Alors voilà, c'est lui qui fait de... On va faire un petit historique. Donc le directeur général Nicolas Burdet avait laissé sa place à Victor Liebengut au début de l'hiver. Il était devenu simplement directeur sportif. Il est remplacé maintenant par Daniele Margitola et Anders Olsson. Anders Olsson remplace également Daniele Margitola en tant que head coach, et Daniele Margitola devient assistant coach et directeur sportif. Vous m'avez suivi, moi j'ai rien compris, mais j'espère que vous m'avez suivi. Il y a plein de doubles casquettes. En tout cas, c'est les chaises musicales. Christophe Brown aura certainement un poste. Junior, non, il n'y a pas le responsable junior. Non, alors il n'y aura pas de responsable du mouvement junior, mais par contre, pour l'instant, il n'y a rien qui est annoncé. J'ai aussi appris qu'il s'était séparé de Nussberger, qui était responsable de la sécurité. Donc, c'est le ménage. Grand ménage, j'ai appris ça tout à l'heure. Nussberger, l'ancien joueur? Oui, exactement. Il était responsable de la sécurité. Responsable, mais à la fédération aussi. Et du coup, il intervenait à Martigny. D'accord. Donc il y a beaucoup de changements. Voilà, très très étonnant, sachant qu'on connaît les liens entre Patrick Poli et Nicolas Burdet. Donc, mais est-ce que Patrick Poli c'est toujours le chef, puisqu'il y a les investisseurs justement? C'est là où je veux en venir, c'est que aujourd'hui
ça fait 20 ans que je suis en Suisse et à chaque fois qu'il y a des investisseurs étrangers qui arrivent, c'est tout beau, tout flamme, mais à chaque fois ça marche pas. Mais vous savez, j'ai une explication là. Moi je reste sur les locaux. Et travailler avec les gens du Sérail et à chaque fois ça marche beaucoup mieux et c'est beaucoup plus durable. Donc c'est juste un conseil. Je peux dire une connerie ? Allez-y. Oui, c'est normal, c'est facile à monter, à démonter, donc avec des Suédois. Ikea. Bon, d'accord, joli, il fallait joli. quand même qu'il y ait bon. Pas mal. Ok. Pas mal. J'en ai une dernière, vous ne l'avez pas relevée, mais je sais que vous ne voulez pas trop insister quand même sur Berne, parce que à moins que je vous l'apprenne, Johan Lundskog. Lundskog, ouais. Lundskog. Gog. Gog, ok. Comme les Allons-y toilettes. comme ça. Gog. Lundskog a signé en Allemagne, à Mannheim. Mhm. Donc comme quoi, il quitte un gros club suisse pour un gros Mais gros tous les club allemand. entraîneurs de Berne retournent en Allemagne. C'est hallucinant, il y a une passerelle. Ils doivent avoir des contrats entre les deux pays. Non, mais ouais. Et puis voilà, Lundskog a quand même prouvé quelque chose, je pense, avec Berne. Ouais. Il s'est fait un peu virer de façon peu courtoise. Et voilà, il rebondit dans un bon club allemand. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que c'est tant mieux pour eux qu'ils rebondissent, mais pour moi, le problème, il n'est pas là. Il n'est pas chez les entraîneurs. Il a la direction sportive et puis la direction politique. Donc, j'espère qu'on va revoir du Grand Berne et qu'on arrête aussi de faire n'importe quoi. On va peut-être voir Max Orley entraîner Berne. Non, je pense pas. Lutti, c'est son droit. Max Orley, ça reste quand même un fantasme chez nous. Ouais. Faut bien l'admettre. Oh, pas chez lui. Bon, J'ai une un dernière fantasme aussi, c'est la Coupe cette année au Canada. Non, attends. Ah bon, J'ai pardon. une dernière. Attends, juste la Coupe des Bains et les hockeyades aussi, on y sera. On dit deux mots. On en dit deux mots pour conclure. On en dit deux mots. Il y aura Ajoie, Lausanne, donc ça, c'est où Fribourg. ça ? Donc à Yverdon, la Coupe des Bains à Gain, à Lausanne un match et à Fribourg un match. Et donc là, il y aura Ajoie, Lausanne, Ambry qu'on va pouvoir voir. Et puis Fribourg. Et puis au Cayade, on va pouvoir voir Ajoie, Fribourg, Genève. Et malheureusement, il manque, on n'aura pas bien. Il n'y a pas bien de tournoi. Par contre, ils sont en Champions League. Ouais, c'est ça. Mais Lausanne n'est pas dans le tournoi au Cayade. C'est très très surprenant ça. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Non, moi j'avais une autre dernière. Bref, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a Reinbacher qui s'est blessé pour l'Autriche. Ça fait partie de ceux que je voulais relever. Voilà. Qui manquaient. Reinbacher pour l'Autriche. Alors, déjà et pour Cloton. Ouais, mais pour plusieurs choses. Numéro 1, il aura sa draft. La saison prochaine. Normalement, il est drafté cette année. Donc, si tu as un genou en bouillie, ça peut être compliqué, ça peut pas aider en tout cas. Et puis l'autre chose, effectivement, Cloton, parce que je pense pas que, même s'il est drafté, il partira en NHL tout de suite, mais en tout cas, avec la saison qu'il vient de faire. Il a le profil quand même pour partir dans les mineurs. Oui, mais pas aussitôt. Je pense qu'il doit encore un peu s'épaissir. D'ailleurs, voilà. C'est un peu le risque aussi de prendre des gars aussi jeunes aux mondiaux avec une grande saison. Et d'ailleurs, Akira Schmidt ne sera pas là parce qu'il est fatigué. Bah oui, mais bon, de toute façon, blessé, franchement, c'était sans doute le joueur le moins probable parce que voilà, il y a quand même trois gardiens qui sont là. Franchement, entre Joran von Pottelberg et puis Akira Schmidt, ça se jouait. Et je pense pas que Schmidt avait envie de venir pour faire de la statistique. Il avait envie d'être là pour jouer. Et là, ça devient déjà plus délicat quand même. Non, mais moi, je vous dis juste... Non, c'est délicat. Tu peux pas, par rapport à la... C'est dur. Giannoni et Mayer... Non, tu les sors pas du net. Tu les sors pas du net. Non, mais bien sûr, mais au-delà de ça, ce que je veux simplement dire, rappelez-vous, il y a une semaine, on en parlait. Philippe, tu me disais, c'est clair, Akira Schmidt, on ne le verra plus. C'est lui qui a fini le dernier match. Oui. Je pense qu'Akira Schmidt, avec tout ce qu'il a joué cette année en NHL, il sera dans les deux gardiens partants. Il sera plus en AHL l'année prochaine. Possible, ça. C'est ça que je veux dire. Oui. Il a marqué des galons, mais je pense aussi qu'il est cuit. Mentalement. Ouais, exact. Parce que sa première saison, tu dois déployer une énergie folle. Du coup, c'est bien. Et puisqu'on parle des gardiens, on attend de voir si Ludo Weber va effectivement jouer en Floride ou pas. Ça serait bien. Moi, je serais très heureux pour lui, en tout cas. J'aimerais qu'il se relance. Ça serait très très cool. Bon, NHL. Allez, plus de Canadiens. Non, surtout, les Golden Knights ont sorti les Oilers. Donc, une fois de plus, les équipes, avec les équipes qui ont des stars, ont de la peine. Toronto, pareil. C'est plus que jamais, encore plus en NHL, les équipes, bloc équipe, on en reviendra aussi d'ailleurs avec la sortie des New Jersey, ils ont perdu parce qu'en face ils étaient plus lourds physiquement, surtout derrière, et leur jeunesse au bout d'un moment, mais là c'est encore un autre problème, c'est ces équipes avec des stars, elles sont en guillemets plus faciles à jouer quand... Donc là, les stars, on parle de Connor McDavid, on parle de Leon Draisaitl. Voilà. C'est ça, exact. Mais Golden Knights, juste entre nous, 6 ans d'existence, 4 fois participants aux playoffs. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont du savoir-faire. Et il y a eu un vrai hat-trick. Il y avait un vrai hat-trick. Marcheseau. Mais dans un vrai hat-trick, c'est dans le même tiers. 1, 2, 3, donc incroyable. Ouais. Non mais entre nous, c'est juste pour dire, en 6 ans de participation, au début, on rigolait avec les Golden Knights.
4 fois. Ouais. 4 fois en play-off et puis ils vont loin. Sympa. Mais c'est juste pour dire, alors évidemment, avoir un petit peu de... pas avoir trop de pression dans un endroit où le hockey, c'est pas forcément... C'est aussi un avantage. Mais je trouve quand même que là, si on regarde bien... D'ailleurs, Philippe t'en a parlé, le hockey canadien, il est quand même mis à mal. Hein. Je pense qu'il Un y a... peu de sa faute. Ouais, bien sûr, il y a un problème de remise en question. Moi, j'ai l'impression que maintenant, quand je regarde les émissions, notamment RDS, il y a bientôt plus que des fossiles qui parlent. Je m'excuse, c'est dur à dire, mais c'est vrai. Hein. Et puis, mais ça parle du hockey des années 80, 90, 100. C'est un peu Enfin, ça. Hein. je veux dire, le problème, la mondialisation a fait beaucoup de mal au hockey canadien. Ouais. Parce que maintenant, les équipes qui gagnent, c'est celles qui sont mixées avec des joueurs qui viennent de partout. C'est un peu le fantasme de voir Montréal avec 10 Québécois qui gagnent, mais c'est compliqué. Et vous parlez du succès de... allez, on joue un peu les prolongations là quand même. Mais là, c'est moi qui insiste aujourd'hui. Mais vous parlez du succès de Vegas, une des nouvelles franchises. Et regardez ce que fait Seattle. Qui peut Kraken. peut-être... Incroyable. Voilà, le Kraken qui va jouer donc son 7e match à Dallas, ouais. la nuit prochaine. Même si l'émission... Bon, comme l'émission sera rediffusée ce mardi, ben voilà, on connaîtra le résultat. Mais c'est quand même intéressant de voir que Seattle fait également une grosse saison. Quoi, quand même, Mais quelque part, ils ont un peu les mêmes conditions que les GoldenEye, au sens ils n'ont pas de pression, mais ils sont dans une région. Il ne faut pas oublier que Seattle, c'est à 2 heures de Toronto. Et puis, c'est au bout de la Californie. Donc, à quelque part, il fait un peu moins chaud. C'est quand même une place qui est faite à la base. Parce qu'il y avait le basket, et c'est une nouvelle franchise, mais il y a quand même déjà un peu une culture de hockey, parce que c'est pas loin du Canada. Enfin, je veux dire, il y a... C'est pas comme mettre une équipe au milieu de l'Arizona. Une question, comment faire pour que les Canadiens gagnent? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, alors ça... Qu'est-ce qu'il faut Peut-être faire comme un martini, tout nettoyer. Non. Changer la recette des ailes de poulet. Ramener une nouvelle franchise. Rien, on Québec. renvoie à Québec. Ouais, mais maintenant ils sont à 32, ils vont la bloquer à 32 pendant un moment quand même. Hein. Non, mais de toute façon, il y a un problème avec Québec, ils n'en veulent pas, il n'y a rien à faire. Mais n'empêche, C'est quand même c'est dingue. terrible. Moi, je suis en train de me dire qu'effectivement, la NHL et Batman préféreraient presque avoir une franchise européenne que Québec. C'est Ah, mais c'est fou. mais c'est Ouais. un truc C'est de fou. malade. Non, Bon, mais... bah, moi j'ai commandé un t-shirt, Ouais. les Nordiques. Ouais. Moi, J'ai commandé un t-shirt parce que j'ai vécu quand j'étais jeune avec cette franchise, et puis du coup moi, j'ai vu sur internet ils vendaient des vieux t-shirts, j'en ai commandé un. Moi, je ne Mais- vais pas montrer ma casquette d'origine de l'époque. des Ah, Nordiques mais du vous Québec. savez quoi Mm. Nous, chaque été, les 3 Stasny, ils s'entraînaient à Lausanne avec Mhm. nous. C'est incroyable. C'était incroyable. Mm. Ils arrivaient avec leur casque blanc des Nordiques. Alors, nous, C'est on hallucinant. s'arrêtait de jouer, on les regardait jouer, ils étaient Mhm. juste incroyables. Ils ont toujours aimé la Suisse, ils venaient l'été. Ah ouais, je sais. Bah. Et du coup, ça a encore plus marqué. Puis Ah, bien sûr. c'était les belles années. Hein. Bien sûr. Bon, on Voilà, va puis conclure. encore une dernière Ah avec les Remparts de Québec qui ont perdu leur 2e match Ah à oui. la maison hier contre l'équipe d'Halifax de Biasca. Et ils n'avaient pas perdu depuis, je ne vais pas dire de bêtises, 12 matchs, un truc du genre. oui. Mhm. C'était pas le moment de le perdre parce que vu que c'est le système 2-2, donc là ils ont perdu un avantage à glace et les 2 prochains ce sera à Halifax. Et puis là ils ont pris quand même un 6-3 sauf erreur, je vais pas dire au 5-3. Donc bon ben voilà, c'est pas fini mais J'ai une anecdote par rapport à Halifax, et j'ai été voir sur la carte parce que en fait j'avais un entraîneur québécois, et à chaque fois qu'on jouait mal, il disait tu continues à me faire chier, je vais te transférer à Halifax. Et j'ai été voir un peu On me les disait images. Chicoutimi à l'époque. J'ai été voir oh non, les Chicoutimi, c'est la fête. j'ai Halifax, pas, j'ai hein. été voir les images, enfin la ville et tout. Ah, oulala. Ah, c'est industriel, c'est horrible. Ouais. Oh là là. Il y a Simon Lecoult qui a joué là-bas. Ouais. Ouais. Mhm. Ah, là, Ouais. à part t'entraîner. Bon, il reste Villa Saint-Pierre et Niarlé-les-Boules. Ah ouais, Mais- exactement. Et Vierzon. Et Vierzon. Mais vous savez quoi À l'époque, Halifax, c'était l'équipe de AHL des Nordiques de Québec. Exactement, Mhm. exactement. Donc c'était déjà la punition à Ouais. l'époque. Ouais. Par contre, il n'y a pas grand-chose, mais la patinoire, elle est grande, il y a je vois, 12 000 places. Ouais. C'est la 2e plus grande patinoire de Et Ligue puis- junior majeure. Ouais. Comme il n'y a pas grand chose, tu t'entraînes. Ouais. Et voilà. Tu Et peux puis, devenir professionnel. voilà. Mm. Mais ça veut aussi dire qu'avec 12 000 personnes, ça va être plus compliqué Ouais. pour... Bon. Donc Les remparts. dans la série, il y a Il deux. y a un partant. Un partout. D'accord. Ouais. Ok. C'est pour ça que je dis, les 2 premiers ont eu lieu justement à Québec. Puis Ouais, d'ailleurs, mais vous regardez ça sous l'angle Rochette, mais regardez un peu ça sous l'angle aussi à Tilloubiasca. Lui, il est content. mais bien sûr, moi Ah je oui, regarde oui, sous oui. l'angle du hockey. Ah bah oui. Voilà. Voilà. Et en fait... ce Non, que- bah, vous allez dire tout pour Rempart de Québec. Non. Ah non, Ah, non, mais non. non. Moi j'ai dit un truc la dernière fois, c'est que l'année prochaine, à mon avis, que ça soit Rochette ou Biasca, joueront certainement dans le championnat. Alors j'aimerais savoir dans quelle équipe, effectivement. Ah, Lausanne, Ouais, Lausanne pour. Biasca, c'est Lugano. Biasca, c'est il a- Biasca, il a- c'est Lugano, il a voilà, déjà exactement. annoncé. Alors Rochette, est-ce qu'il va venir une fois Mais pour- la on sait différence pas. entre Rochette et Biasca, Ouais. c'est que Biasca, c'est un très gros joueur physiquement. Mhm. Je dis bien physiquement, il est pas plagable. Parce que même partout on lit qu'il va falloir qu'il soulève de la fonte, mais bon, ça Ouais. fait déjà 2-3 saisons. Donc c'est un très bon joueur, Théo. Mais par contre, effectivement, on ne sait pas si ça donnera Ouais. qu'ils seront en face d'hommes.
Messieurs, il y a des matchs sur le feu. On va conclure. Merci encore une fois. Suède-Finlande, une dernière chose à dire. Suède-Finlande, hein. Tout le monde devant la télé ce soir. Ouais. Non, je voulais juste pas oublier un truc parce que ça a failli être mon casque d'or. Je vais juste dire aux auditeurs, s'ils veulent aller voir sur le site de Genève Servette, il y a une vidéo de Antonietti qui fait ses adieux, qui est très sympa. J'adore le concept. Voilà, exact. J'ai regardé sur Twitter. Voilà. Et puis, il faut quand même dire, c'est vrai que c'est un bon mec, il a fait une jolie carrière et il arrête que à 31 ans parce qu'il a eu des blessures. Mais allez voir, c'est très intéressant. Et puis, je pense que c'est un gars qui mérite le respect. Et je voulais juste rendre un petit casque d'or. Pas posthume parce qu'il va pas mourir, mais qu'il arrête le hockey. C'est vrai que je vous encourage à aller voir parce qu'en plus le concept il est rigolo. Je vous avoue, j'ai envoyé un petit message à Jeff Scarantino parce que c'est quand même lui qui a fait ça et c'est vrai que l'idée est bonne. Imaginez vous retrouvez tout seul pendant 10 minutes sans portable, sans rien. Sans portable, sans rien. Vous savez pas ce qui va vous arriver. Puis le mec vous dit maintenant tu es tout seul face à la caméra. Tu dis ce que tu veux et le gars il croit pas au départ. C'est assez drôle d'ailleurs. Il met 2 minutes pour se mettre dedans. Puis après il commence à parler tout seul à la caméra. Et c'est 10 minutes de monologue où il remercie tout le monde, il parle de sa carrière et je trouve ça assez sympa. Ouais, puis je trouve que c'est bien, il parle de Mérin, il parle dans le cadre de la licence pro, on avait des cours de communication, on avait une plante, c'est très suisse-allemand. Hein. Il nous avait offert une plante. Une belle plante au moins. Je devais la ramener, l'arroser pour qu'elle. Et puis à chaque fois, on devait faire des commentaires à notre plante. Et on était filmé pour voir un petit peu comment on réagissait. Donc la plante, j'ai dû la garder 3 ans, ça m'a vraiment pété les rouleaux. Mais bon. C'est vrai qu'il y a des trucs comme ça un peu bizarres. On va mettre des plantes dans les bureaux du tam-tam en parlant, en faisant des jeux du tam-tam en même temps. C'est les trucs du salon. Non mais attendez, juste dernière chose, c'est quand même vraiment particulier. Une fois, ils nous ont réveillés à 3h du matin. Tout le monde était mort de rire pour aller faire de l'aviron sur le lac de Bienne. Et moi, j'étais furieux. Et eux, ils étaient tous contents. J'ai dit, on n'est vraiment pas dans le même pays là. Voilà, le français a parlé. Merci. L'équipe de France, quoi. Pas mal, 3 points. Non, oui, mais bon. L'équipe de France, quoi quoi 3 points. Équipe la plus indisciplinée du championnat. C'est ça. Championnat du monde, 60 points perdus bêtement. Une mauvaise pénalité de Texier le premier match qui met une mauvaise charge. Et puis après le deuxième match, une mauvaise charge sur Ehlers qui amène aussi un 5+20. Et ils se retrouvent 4e. Mais là, ils auraient pu avoir 6 points, mais largement avec plus de discipline. Donc je pense du coaching staff, on ne doit pas être content. Donc Philippe Boson, assistant Jörg Trey et Matt, l'assistant d'Ajoie. Petteri. Non, Petteri, il est avec la Lettonie. C'est qu'un nom italien. Oui. Niveau Zanata. Zanata qui est avec, avec l'équipe nationale. Donc du coup, on retrouve deux gars qui sont assistants en Ligue nationale sur le. Il y a le fils Boson, je ne sais plus lequel a marqué. Ouais, c'est Tim qui a marqué en powerplay. Voilà. J'ai dit une bêtise, je ne sais plus, c'est avec la Lettonie qu'il est. Oui, Numéline, il est assistant avec la Lettonie. La Lettonie, ça ne va pas fort. Hein. Non. Mauvais début de championnat. C'est pas terrible. Bon, allez, ça suffit, messieurs. Et on est en 112e minute, c'est de notre record, mais c'est de ma faute. Cette fois-ci. C'est votre faute. Donc, merci encore une fois. C'était le premier bloc, l'after, le before, le middle, tout ce que vous voulez. On se retrouve vendredi pour une nouvelle émission, puisqu'on est en championnat du monde. On va reparler de tout ça vendredi avant le match contre le Canada de samedi. Ça sera le match révélateur. Voilà, ça sera pour nous notre highlight du week-end. Merci encore une fois donc d'être venu. Merci de nous avoir écoutés. Rediffusion, vous le savez, de cette émission à 20h, 22h. Demain également, demain matin, demain en début d'après-midi. Et puis voilà. Si vous avez quelques petites perturbations sur le site Planète Hockey, c'est pour votre bien. D'ailleurs, allez, je vous donne juste un petit conseil comme ça. Nous avons encore notre Planète Hockey actuelle sur planethockey.com. Mais pour ceux qui aiment bien les surprises, allez jeter un petit coup d'œil sur planethockey.ch. Il y a du changement dans les prochaines heures. Et vous verrez, c'est assez sympa, je crois. Merci encore une fois. N'oubliez pas, le hockey sur glace, c'est bien. Le hockey sur place, c'est mieux. C'est mieux, surtout en Lettonie. Et puis préparez déjà vos agendas pour la vallée de Joux et pour Yverdon, Fribourg, Gain, Lausanne, etc. Et vive les mondiaux de l'équipe suisse. Avec une bonne surprise, on espère, parce que c'est pas une surprise. À la fin. Merci encore une fois. Bye bye. Et à bientôt. Bye bye.